Ok, donc aujourd'hui on va parler de psychologie. Ok, psychologie des traders indépendants. On va voir quelques facteurs psychologiques, quelques petits détails qui font que les gens perdent. La plupart des particuliers perdent leur argent sur le long terme. D'accord? Alors déjà, il y a une réalité en bourse. C'est une étude qui a été faite par l'autorité des marchés financiers. L'AMF, c'est le régulateur de la bourse française. D'accord? L'organe de régulation française. Et qui dit que 89% des personnes qui démarrent en bourse perdent leur capital. A dit les premiers, quand 89% des personnes qui démarrent en bourse perdent leur capital. Et il y a une célèbre loi, en matière de bourse, de trading, qu'on appelle la loi des 90, des 3 fois 90. En fait, la loi des 3 fois 90 dit que 90% des traders débutants perdent 90% de leur capital en 90 jours. Et c'est statistiquement prouvé. Et la perte moyenne par trader est de 10 887 €. Bon, personne ici n'est encore à ce niveau de perte. Donc, il y a de l'espoir. OK? Mais en Europe, surtout en France, les gens n'hésitent pas à mettre beaucoup d'argent, OK, en trading, et ils perdent des dizaines de milliers d'euros, OK, avant de se rendre compte de leur erreur. Mais la réalité, c'est que 89% des personnes perdent leur capital, surtout leur premier capital sur le marché réel. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, qu'on va voir au fil du temps. D'accord? Et l'autre chose, c'est que réussir en trading, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, c'est 80% de psychologie et 20% de technique. C'est pour ça aucune formation ne vous fera réussir en trading. Parce que la formation vous donne juste la stratégie. OK? Or, la stratégie, c'est quoi? Analyse technique, money management, la gestion du trade, la stratégie d'investissement. Ça s'arrête là, c'est 20%. Mais les 80%, c'est la psychologie. Et qui dit psychologie, dit quoi? Impatience des gens, manque de discipline, les biais psychologiques, la forme physique et mentale. Par exemple, forme physique et mentale, ça va par exemple, c'est vouloir trader par exemple quand tu es malade. D'accord, tu ne te sens pas bien, mais tu veux forcer, tu veux trader, tu n'es pas dans des conditions physiques pour trader. D'accord, tu as appris une mauvaise nouvelle. Tu n'es pas dans des conditions psychologiques pour pouvoir trader. D'accord, gestion des émotions, gestion des gains et des pertes, peur, stress. Donc, il y a autant d'éléments qui constituent le mental. D'accord? C'est pour ça que moi, j'ai finalement décidé de faire du coaching parce que on travaille beaucoup, oui, on travaille sur la technique, d'accord? Mais on travaille aussi beaucoup plus sur la psychologie. D'accord? Donc, vous former, vous laisser, ça c'est la chose la plus facile. Donc, retenez que le trading, c'est 80% de psychologie et 20% de stratégie. D'accord? Une bonne stratégie accompagnée d'une mauvaise psychologie va toujours vous mener à la ruine. D'accord? Mais une mauvaise stratégie accompagnée d'une bonne psychologie pourra pas vous amener à la ruine, mais va prendre plus de temps. D'accord? Et il y a de petits facteurs, il y a de petites choses que les gens n'arrivent pas à savoir. Et il y a 7 facteurs
humains qui influencent nos gains et nos pertes en bourse. Il y a d'abord notre niveau de préparation. Donc, comment la personne est formée, d'accord, quelle est la connaissance il a par rapport au trading, par rapport à la bourse. Il y a ses expériences passées, d'accord, ces expériences passées par rapport au domaine de la bourse, du trading et tout. Et les gens viennent généralement avec une expérience, avec leur connaissance, avec ceux qui connaissent du domaine. Il y a d'autres qui sont un peu plus flexibles, qui sont prêts à apprendre. Il y a d'autres qui sont hyper rigides. Ils veulent que tu te bases sur ce qu'ils savent pour les former ou pour les accompagner. Quand c'est comme ça, je t'envoie ailleurs. Parce que si tu étais aussi fort, tu n'allais pas venir me voir. Donc si tu viens me voir, c'est que tu dois te départir de tout ce que tu connaissais et être prêt à expérimenter d'autres choses. D'accord? Il y a aussi ce qui influence les gains en bourse. Il y a aussi les pertes et les gains des trades précédents. D'accord? Il y a le niveau de confiance. Et donc, il y a toujours deux extrêmes. Il y a des gens qui ont un excès de confiance. D'accord? Les deux extrêmes nuisent. Il y a des gens qui ont un excès de confiance. Et avoir un excès de confiance, ça t'amènera toujours à la ruine sur le marché. Il y a des gens qui ont un manque de confiance en eux. D'accord? C'est l'autre extrême. Donc, eux, par exemple, lorsqu'ils ont un signal, ils vont encore patienter pour avoir encore plus de validation avant d'entrer. D'accord? Il y a toujours les deux extrêmes. Il y a le niveau de stress et de fatigue. Il y a la capacité à être patient. D'accord? Il y a la rigueur et la discipline. Donc, voilà les 7 facteurs qu'on va étudier petit à petit. Ce qui fait que les gains des particuliers évoluent généralement comme ça. Ils prennent du temps pour gagner un peu, faire croître le capital. Et comme les biais psychologiques ne sont pas en place, sur un seul trade, comme vous avez vu, les gains prennent des escaliers. Ils gagnent petit. Mais les pertes prennent l'ascenseur, parce que sur un seul trade, ils vont faire une seule bêtise qui va leur bousiller tout leur capital, enfin tout ce qu'ils ont gagné sur 2, 3, 4 semaines. Faire des gains d'affilée sur 2, 3 semaines, un mois, c'est pas compliqué ça. Tu peux avoir de la chance sur un mois, 2 mois. D'accord? Mais si tu ne sais pas ce que tu fais, cette chance que tu as, un seul trade va tout enlever. Moi, ça m'est arrivé au début, je pense que je vous ai expliqué. Ça m'est arrivé au début où mon premier capital, c'était $300 et que j'ai doublé sans vraiment savoir comment je l'ai doublé en 2 jours. Et j'ai tout perdu le 3e jour. Donc, j'ai connu les 2 extrêmes. J'ai doublé en 2 jours. Le 3e jour, j'ai cramé mon compte. Et le capital et le gain. D'accord? Pourquoi? Parce que je ne savais pas. On m'a dit, quand tu vois ça monte, achète. Quand tu vois ça descend, c'est tout ce qu'on m'a appris en trading à mes débuts. Donc, j'avais 2 jours de chance. Moi, je ne savais pas que j'étais chanceux. Je croyais que j'étais bon. Donc, le 3e jour, la chance n'a pas souri. Et sur un seul trade, j'ai tout bousillé. D'accord? Et comme par hasard, les 2 premiers jours, l'ensemble des trades que j'ai pris les 2 premiers jours avoisinait près de 60 trades. Parce que je faisais du scalping. D'accord? Mais c'est un seul trade, le 3e jour, qui m'a bousillé 60 trades. Pourquoi? Parce que psychologiquement, je ne savais pas ce que je faisais. Ce qui fait que il y a 3 ingrédients pour avoir un trading rentable. Pour réussir en trading, il faut réunir 3 facteurs. Il faut d'abord savoir gérer le risque. D'accord? Et je donne toujours l'exemple de 2 traders. Un trader A et un trader B. Prenez un trader A qui prend 20% de risque par trade.
et un autre trader qui prend 1% de risque par trade. C'est-à-dire qu'il prend, si les deux connaissent une série de 5 pertes, au bout de 5 pertes, lui n'a plus de capital. N'est-ce pas? Donc, ça peut arriver qu'on ait 5 pertes d'affilée. Si au bout de 5 pertes, lui n'a plus de capital, si le 6e trade est gagnant, lui n'a plus de capital pour prendre ça. Alors que lui, en prenant 1%, il a encore du capital pour prendre le 6e trade. Perdre est inévitable. D'accord? Perdre en trading n'est jamais un problème. Le vrai problème, c'est quel sera l'état du compte après une série de pertes. Si l'état de ton compte est critique, ça veut dire que en matière de gestion de risque, tu as excédé la norme. C'est pour ça que moi, je conseille toujours de ne pas dépasser 2% de risque par jour. Donc, le maximum, même si le marché se retourne contre toi, le maximum que tu peux perdre, c'est 2%. Ça veut dire que si tu perds 2%, chaque jour, tu peux toujours revenir au front pour pouvoir remonter la pente. D'accord? Donc, pensez toujours long terme, jamais court terme. D'accord? Moi, dans 30 ans, je me vois encore en train de trader. Donc, je ne peux pas sacrifier toute une carrière par rapport à des gains immédiats. Ok? Donc, c'est comme ça que moi, je vois le trading. Donc, autant faire de petits gains, mais régulièrement, quitte à préserver mon capital, que de m'exposer et de ne plus avoir de capital. Il n'y a rien de plus frustrant pour un trader d'avoir des opportunités et de ne pas avoir de capital pour saisir. C'est hyper frustrant. Donc, il y a d'abord la gestion de risque. Il y a ensuite l'état d'esprit. Ça, on va développer tout le long des PowerPoints suivants. Et il y a l'avantage technique. L'avantage technique, qu'est-ce que je mets dans avantage technique? Avantage technique, c'est que votre stratégie doit pouvoir être testée sur au moins 10 ou 15 ans. C'est-à-dire quand vous prenez une stratégie. Alors, il y a des gens qui trouvent une stratégie et qui commencent par trader avec et qui estiment que la stratégie elle est bonne. Tu peux avoir une mauvaise stratégie qui va te faire perdre sur du long terme. Mais parce que tu l'as testé sur une bonne période, tu estimes que c'est une bonne stratégie. Alors que quand tu prends ça sur 100, 200 trades, tu vois que tu es perdant. Tu peux prendre une stratégie gagnante sur le long terme, trader 2 jours, 3 jours, même 1 mois, croire que c'est perdante alors que c'est gagnant sur le long terme. Donc, lorsqu'on prend une stratégie, il faut prendre plusieurs trades dessus, au moins 200, 300 trades. Et après, analyser les trades pour voir quel est le taux de réussite de cette stratégie. Moi, quand je prends une stratégie, j'étudie généralement, je vais jusqu'à 10 ans en arrière pour voir qu'est-ce que la stratégie a donné. Toutes mes stratégies sont testées au moins 10 ans en arrière. Et je vois à chaque fois comment ça a marché. Dans la plupart des cas, comment ça a marché. D'accord? Il y a des stratégies qui donnent 52% de taux de réussite et des stratégies qui donnent 80% de taux de réussite. Il y a en fonction du taux de réussite, j'ai des stratégies. Et quand je vois que la stratégie est moins de 50%, je n'enseigne pas. Vous comprenez? Chaque jour, au moins chaque mois, je teste une stratégie. Donc, l'avantage technique,
c'est que la stratégie que vous utilisez doit pouvoir produire des résultats sur un grand nombre de trades. D'accord? Donc, on ne se lève pas du jour au lendemain parce que quelqu'un a publié une stratégie sur un forum, sur Facebook ou sur Telegram. On prend seulement, on commence pas à utiliser. Quels ont été les résultats du trade dans le passé? D'accord? Si vous ne pouvez pas aller dans le passé, prenez, tradez, faites plusieurs trades dessus. Au moins 200 trades. Pour voir comment la stratégie a marché sur 200 trades. D'accord? Ça ne sert à rien de prendre sur un ou deux trades. Un ou deux. Si tu as la chance où c'est tombé au bon moment, ça passe. Donc sur 200, 300, même 500 trades, si possible. Là, tu testes. Tu vois, ok, j'ai pris 500 trades avec. Voilà ce que ça m'a donné comme résultat dans la plupart des cas. D'accord? L'un, si parmi les trois, il y a un facteur, il y a un ingrédient qui manque, vous aurez du mal à réussir en trading. Les trois doivent aller de pair. La gestion des risques, un bon état d'esprit, plus un avantage technique. Ça peut aller? Bien. Donc, avant de rentrer dans les conseils pratiques, il y a un travail que beaucoup de personnes ne font pas. Il y a un travail de connaissance de soi que les gens ne font pas avant de se lancer en trading. Alors, il y a une grosse dimension psychologique en trading, comme je le dis souvent. Premièrement, j'ai mis, il faut lire son propre livre. Qu'est-ce que je mets dans lire son propre livre? Chacun a un rapport différent à l'argent. En fonction de son passé, en fonction de ses expériences, en fonction de ce qu'il a vécu. Il y a des gens pour qui l'argent est tout. Ils sont prêts à sacrifier des relations juste pour des miettes. D'accord? Ok? Ceux-là, en affaires, ils n'ont pas de sentiments. Tant qu'ils gagnent de l'argent dedans, vous êtes amis. Le jour où il n'y a plus d'argent, vous n'êtes plus amis. Moi, j'ai un ami comme ça, il est prêt à te taper. Il peut taper ses parents. Quand il y a histoire d'argent, il est prêt à taper ses parents. D'accord? Et donc, il faut analyser. Ce que je mets dans son livre, c'est pouvoir, bon, on ira en profondeur tout à l'heure, mais c'est pouvoir se demander l'argent, quelle place je donne à l'argent. Vous comprenez? Sur la base de mes expériences, l'argent représente quoi pour moi? Ok? Si j'associe beaucoup d'émotions à l'argent, j'aurai du mal à réussir en trading. Vous comprenez? Il y a des gens qui n'ont pas la capacité de dire non. Ils sont prêts à tout. C'est-à-dire que tant que tu gagnes de l'argent, peu importe ce que tu leur demandes de faire, même si ça va à l'encontre de leur valeur, de leur morale, ils sont prêts à faire. Ça veut dire qu'ils ont donné trop d'importance à l'argent. D'accord? Et ceux-là, chaque perte et chaque gain qu'ils vont faire, ça va toujours influencer leur psychologie. Pour gagner un trading sur le long terme, il faut que vos émotions soient détachées de l'argent. D'accord? Et c'est des choses, quand on ne s'assoit pas pour se poser les bonnes questions, on ne se rend pas compte de ça.
on fait en pilotage libre, mais au fond, il y a même des gens, il suffit même de manquer un peu d'argent, leur humeur change. Tu viens énervé, à la maison même, on ne les reconnaît plus. Hein? Je ne dis pas d'être zen quand on manque d'argent, mais il ne faut pas être stressé de chez stressé. Surtout par exemple si tu es père de famille. Même si ça ne va pas, tu dois garder la sérénité. Ou bien, enfin, les pères de famille, moi je suis jeune père de famille, mais quand ça chauffe, tu es serein. Mon dame ne doit même pas savoir que ça chauffe. Bah, tu es censé la protéger, la rassurer. Donc, si tu es stressé, elle va faire quoi? Elle sera doublement stressée. D'accord? Donc, il faut se poser les bonnes questions. Ensuite, se demander pourquoi je veux faire du trading. D'accord? Un gars m'a écrit avant-hier sur Facebook me disant, il dit qu'il veut faire du trading. J'ai dit, pourquoi tu veux faire du trading? Il dit, je veux gagner de l'argent. J'ai 50 000. Je veux faire du trading. Okay. J'ai dit, si tu as 50 000 et tu veux gagner de l'argent, ce n'est pas du trading qu'il te faut. Viens, je vais te dire ce que tu peux faire avec 50 000 et gagner un peu d'argent, cotiser. Et quand ça va grossir, tu pourras faire du trading. Le trading n'est pas une solution, la seule solution au manque d'argent. Ce n'est qu'un business parmi tant d'autres. Et il y a des business qui sont plus rentables que le trading. Vous comprenez? Donc, faire du trading, parce que je veux gagner uniquement de l'argent, si ce n'est pas suffisant pour faire du trading, tu es mal barré, quoi. Donc, vous vous demandez pourquoi je veux le faire. Il faut qu'il y ait quelque chose de plus grand que l'argent. Il faut qu'il y ait une passion. Même s'il n'y a pas une passion au début, il faut développer cette passion-là. Je dis toujours aux gens, prenez un médecin qui commence sa carrière et qui, malheureusement, quelqu'un meurt sous ses bras, il fait une erreur clinique et son premier décès. Ça le choque, certes, mais ça ne l'amène pas à quitter la médecine. Oui ou non? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas il ne s'est pas engagé dans la médecine. Il est là pour sauver des vies. Donc, il est là par passion. Donc, la seule chose qui peut l'enlever, c'est le jour où il n'a plus de passion. D'accord? Donc, si votre seul objectif, c'est l'argent, si on ne souhaite pas, si vous cramez votre premier compte, vous allez quitter le trading. Donc, pourquoi je veux faire du trading? Pourquoi je veux gagner de l'argent? Qu'est-ce que je veux faire avec de l'argent? Je disais tout à l'heure à un de mes étudiants du Bénin qui est venu me voir ici. La raison pour laquelle les gens exhibent de l'argent sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire avec l'argent. Quand tu as un projet là, c'est pour ça qu'on a l'impression que les hommes riches sont avares. C'est pas qu'ils sont avares, c'est qu'ils ont des projets qui nécessitent beaucoup d'argent. Donc, quand toi tu viens lui demander de l'argent, l'argent même est déjà réservé pour un projet. D'accord? Celui qui veut montrer à tout le monde qu'il a de l'argent, c'est parce qu'il n'a pas de projet. Donc, comme l'argent est venu, comme il ne sait rien faire, il veut montrer aux gens qu'il a de l'argent. Vous comprenez un peu? Donc, pourquoi vous devez avoir un but pour l'argent que vous voulez gagner? D'accord? Soit je veux me marier, soit je vais acheter un terrain et construire, soit je veux investir dans tel business, mais l'argent doit avoir un projet. Sinon, le jour où vous réussissez à gagner, à devenir rentable en trading, vous allez
rentrer dans un style de vie. D'accord? Vous allez vouloir vivre un style de vie. Vous allez vouloir vivre au-dessus de vos moyens. Et l'argent, comme on dit, un bon conseiller, mais peut être aussi un mauvais maître. Il faut savoir mettre l'argent à sa place et savoir pourquoi je gagne de l'argent. Et beaucoup ne savent pas. Beaucoup font du trading par suivisme. Parce qu'on leur a parlé de trading. Ils n'ont aucun objectif pour l'argent qu'ils veulent gagner. Ils disent, bon, quand je vais gagner, je vais réfléchir à quoi faire avec. Le problème, c'est que le jour où tu en gagnes, tu pètes un câble. Hein? D'accord? Ah, demander à la femme, moi, j'ai jamais d'argent. Moi, j'ai jamais d'argent. À part les dépenses classiques. Le reste, là, pour faire sortir, mais tu vas baver. Parce que j'ai tellement de trucs dans ma tête que le peu que j'ai là ne me suffit même pas. Donc, vouloir venir prendre dedans, c'est compliqué. D'accord? Donc, ensuite, quelles sont vos qualités? Quels sont vos défauts? Généralement, quand je prends les gens en entretien, par exemple, quand je veux recruter les gens, c'est d'ailleurs pourquoi que j'ai arrêté de faire les entretiens d'embauche. Quand tu demandes aux gens quelles sont tes qualités, les gens sont conscients de leurs qualités. Mais tu lui dis, cite-moi un seul défaut que tu as. Commence pas à gratter la tête. Il ne connaît même pas quels sont ses défauts. On est dans un domaine d'argent. Donc, tu dois connaître quels sont tes biais psychologiques. D'accord? Quand on parle d'argent, qu'est-ce qui peut te faire succomber? Ok? Donc, il faut faire ce travail, quand vous allez rentrer, il faut faire ce travail d'introspection. Pourquoi je fais du trading? Quel est mon rapport à l'argent? Quelles sont mes qualités? Quels sont les atouts que j'ai? Qui font que demain, si je gagne de l'argent, je pourrai bien utiliser l'argent que je gagne. Et quels sont mes défauts? D'accord? Donc, le processus, c'est de prendre 30 minutes par jour, d'identifier vos problèmes. On a tous des défis, chacun a des défis, chacun a des problèmes dans sa vie, des problèmes personnels. Quelle est la source de mes problèmes? Ok? Il y a des gens, ils vivent toujours les mêmes situations, mais sans jamais se demander pourquoi est-ce que je vis. C'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, ils tombent toujours sur des escrocs. Quel que soit ce qu'ils doivent faire, ils tombent toujours sur des escrocs. Mais ils ne savent pas. C'est-à-dire que la plupart des gens sont inconscients en fait. Ou irresponsables, c'est le mot. C'est-à-dire pour eux, tout le monde est responsable sauf eux-mêmes. Vouloir résoudre un problème en commençant par mettre le tort sur les autres, c'est le meilleur moyen de mourir dans l'échec. C'est ça la responsabilité. La situation peut ne pas être de votre faute, mais c'est toujours de votre responsabilité. D'accord? C'est comme avec ma femme. Chaque fois que je rentre et mon gosse bousille tout dans la chambre et je veux parler, il dit non, c'est ton fils qui a fait ça. Je dis oui, d'accord. Mais c'est l'enfant de qui? Quand je ne suis pas là, qui est responsable dans la chambre? Elle dit c'est moi. Ok, c'est le petit qui a fait. Mais c'est toi la responsable. Ça veut dire que tu es censé le discipliner. Parce que quand moi, je suis là, il y a des choses qu'il sait qu'il ne fait pas. Quand il voit papa, il est droit. Mais quand je ne suis pas là, quand il te voit, il arrive à t'avoir. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Ce n'est pas toi la fautif,
Mais c'est toi la responsable. Vous comprenez un peu? Donc, dans tous les problèmes, et je dis ça parce que beaucoup parmi vous ont eu des expériences passées dans le trading, ont eu de mauvaises expériences. Ce n'est pas de votre faute, mais c'est de votre responsabilité. Vous comprenez? Parce que vous aurez peut-être pu faire des recherches. Vous aurez pu vous renseigner. Vous ne l'avez pas fait. D'accord? Donc, à partir du moment où vous prenez conscience de ça, vous vous dites, ok, je suis responsable, je ne suis pas fautif. Désormais, voilà les garde-fous que je vais prendre. Ok? Ensuite, il faut, lorsque vous détectez maintenant la source de vos problèmes, tout ça vient, vos problèmes, par exemple, je ramène ça au cadre du trading. Supposons que vous perdez toujours, vous finissez toujours vos semaines en perte. Vous vous demandez d'où viennent mes problèmes. Quelle est la source? Une fois que vous identifiez la source, vous identifiez maintenant des automatismes pour pouvoir corriger ça. C'est qu'est-ce que je mets dans l'automatisme? Vous mettez en place un plan pour pouvoir corriger ça. Ok? Vous mettez en place des stratégies pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui, voilà ce que je vais faire. Et vous le faites de façon mécanique, sans réfléchir. Vous comprenez un peu? Hein? Supposons pas, par exemple, vous dites, bon, c'est parce que je prends trop de trades. D'accord? Ok, à partir d'aujourd'hui, lorsque j'atteins 2% de perte dans la journée, j'arrête. C'est-à-dire que quand vous prenez sur le marché, vous prenez 2%, il vient un jour et vous perdez 2% de vos trades. Même s'il y a un trade intéressant, et que même c'est moi qui vous dis, bon, ça, ce trade est bon, prends. Tu réfléchis comme un robot, tu ne prends pas. C'est comme ça qu'on arrive à développer de nouvelles automatismes. Et pour toute nouvelle habitude, c'est scientifiquement prouvé que lorsque vous répétez la même chose pendant 21 jours, ça devient un réflexe, ça devient une habitude. Si vous voulez, faites l'expérience à la maison. Prenez une habitude que vous voulez développer nouvellement. Peut-être que vous voulez vous réveiller tous les jours à 3 heures. Les premiers jours, ça sera dur. Tenez le rythme au bout de 3 semaines, 21 jours. Même sans réveil, vous allez vous réveiller à 3 heures pile. Donc, chaque nouvelle habitude que vous voulez développer, vous devez développer ça pendant 21 jours. Au bout de 21 jours, ça va rentrer dans vos habitudes. Vous comprenez un peu? Hein? Donc, une fois qu'on a fini ça, on peut rentrer maintenant dans les conseils pratiques. Donc, se connaître, c'est très important et mettre en place des systèmes qui vont vous... Par exemple, pour apprendre à épargner, c'est la même chose. On se force à épargner. Au début, ce n'est jamais la joie. On n'épargne pas de façon volontaire. Parce que l'être humain veut toujours tout bouffer. Ou bien, on dit, on ne connaît pas le lendemain. Mais quand tu te disciplines, au bout de 21 jours, et par exemple, tu vas à la banque, tu dis, ok, chaque mois, tu crées 2 comptes. Tu dis, bon, chaque mois, enlevez tel montant de mon compte principal et mettez ça dans tel compte bloqué. D'accord? Et s'il arrive un mois, il n'y a rien dans le compte, débitez-moi ça le jour, de l'argent viendra, enlevez tous mes rappels, mettez là-bas.
Même si je veux prendre, empêchez-moi de prendre. Au bout d'un certain temps, tu vas même épargner avec joie. Ben, ça va devenir une habitude. D'accord? 21 jours, c'est le délai raisonnable pour développer de nouvelles habitudes. D'accord? Ce qui fait que, c'est pour ça que quand moi je prends par exemple une stratégie, on travaille dessus pendant au moins 2 mois. Donc pendant 2 mois, on a le temps de rôder tous les rouages de la stratégie. D'accord, oui. Petit cap là. Oui. Gain de confiance. Oui. Lorsque vous finissez, vous développez maintenant une nouvelle habitude. Si c'est une bonne habitude, vous gagnez en confiance forcément. Votre confiance en vous augmente. Parce que vous vous rendez compte que vous venez de franchir un palier dans votre progression. D'accord? Et il y a une certaine fierté, une certaine satisfaction. Surtout si tu as souffert pendant les 21 jours pour développer cette habitude-là, tu sais que tu as payé le prix pour ça. Et ça te donne forcément une certaine fierté. D'accord? Donc, ça a 21 jours. Ok? On va maintenant voir les 4 dangers à éviter, les 4 dangers à éviter en trading. J'en ai parlé un peu tout à l'heure. Il y a premièrement l'excès de confiance. C'est l'ennemi numéro 1 du trader. Et ça viendra à tout le monde. Même moi, j'en ai été victime jeudi ou vendredi, sur le marché. L'excès de confiance. Et ça vient après une série de trades gagnants. Tu te crois fort. Tu dis, bon, je maîtrise, je contrôle. Et c'est à cet instant que le marché te joue un sale tour. Comment ça m'est arrivé jeudi? J'avais pris un trade sur le Nikkei, l'indice japonais. J'avais même pas publié ça. J'étais fait les 140 pips. Quand j'ai fait une fausse manipulation, j'ai coupé le trade. D'accord? Et ça n'avait pas touché mon take profit. Donc j'étais à 1065 $ de gain. Et bon, comme ça n'a pas touché mon take profit, j'ai dit, bon, comme j'ai bien analysé, je suis dans le bon sens, dans la bonne tendance. Allez-y, prenons un autre. J'ai pris. J'ai pu placer mon stop loss. Le problème, comme j'étais en excès de confiance, je n'ai pas vérifié qu'on était arrivé, parce que moi je visais 30% de retracement de Fibonacci. Bon, c'est un indicateur. Et on avait dépassé les 30%. D'accord? Donc là, moi j'ai placé mon trade, c'était sur les 50%. Mais on avait dépassé les 30%. Donc c'était largement suffisant pour que je coupe. Et j'ai pris le trade. Et ça s'est retourné sur les 30% parce que la tendance globale était baissière. Donc, j'ai fait un achat, j'ai fait de la compte tendance qui a marché sur les 30%. Résultat, sur les 1065, j'ai perdu 500 dedans. Pourquoi? Pas excès de confiance. C'est pour vous dire que personne n'est épargné. D'accord? Il y a un autre de mes étudiants avec qui je discutais vendredi et elle me disait que je leur montrais une méthode pour avoir des zones de potentiel rebond des prix. Donc, quand elle me parlait, elle disait qu'elle a identifié à la maison et qu'elle était sûre que ça allait rebondir. Évidemment, ça a rebondi. Mais quand elle dit qu'elle était sûre, elle dit, ah, excès de confiance. Bon, dans ce cas, ça a marché. Mais c'est de l'excès de confiance. C'est l'ennemi premier. Et quand vous êtes dans l'excès de confiance, vous faites quoi? Vous augmentez votre risque sur les trades. Parce que vous croyez en terrain conquis. Vous commencez par augmenter votre risque sur les trades. D'accord? Résultat, comme j'ai dit, le trader augmente le levier, multiplie par 10
et finir par ne plus pouvoir gérer une perte latente trop importante. Tu augmentes le risque. Quand tu perds gros. Donc, tu te dis, non, la perte latente là, c'est trop. Je vais attendre, ça va remonter. Ça grossit, ça grossit, ça grossit. À un moment, tu te rends compte que tu as un compte de 500, mais tu as une perte latente de 350. Et si tu ne coupes pas, tu aurais pu couper à 100. Tu te dis, non, 100, c'est trop. Je vais attendre, ça va revenir à 50. Je vais couper. Et tu te retrouves à 350. Tu es obligé maintenant de couper, sinon ton compte va se cramer. D'accord? On va voir les moments où il ne faut pas trader tout à l'heure. C'est dedans. Ensuite, il y a le deuxième ennemi du trader, c'est l'aversion au risque. Alors, je vous informe, mais vous allez tous tomber dedans, je vous promets. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand vous allez tomber dedans, vous allez dire, il m'a informé. Parce que moi-même, je tombe de moins en moins dedans. D'accord? Mais vous allez tomber dedans. Mais vous saurez déjà, au moins, vous saurez pourquoi vous êtes tombé dedans. D'accord? Quand on tombe, c'est toujours bien de savoir pourquoi on est tombé. C'est quand on ne sait pas que c'est problématique. Donc, l'aversion au risque, c'est quoi? C'est la peur de prendre une position de façon irrationnelle. C'est-à-dire de regarder ces graphiques plusieurs fois sur toutes les unités de temps et ce trader aura tendance à ajouter le maximum d'indicateurs. C'est-à-dire que lui, il a tellement peur de prendre, il veut s'assurer que si je prends ce trade, ça va forcément me faire gagner. Du coup, il va ajouter plein d'indicateurs sur ces graphiques et il va attendre d'avoir plein de confirmations. Du coup, en voulant avoir trop de confirmations, le prix va partir et le laisser. Vous comprenez un peu? Donc, il y a des gens qui ont une aversion au risque. Ils ont peur de prendre le risque. D'accord? Alors qu'en trading, il y a toujours une partie de prise de risque. Il faut lâcher. Lorsque tu as le minimum de signaux, il faut lâcher prise. Il faut laisser partir. C'est pour ça que les stop loss et les take profit sont là. Pour qu'en cas de casse, les casses puissent être limitées. D'accord? Mais si on veut avoir tous les feux ouverts, c'est pas possible. Il y a toujours une part de risque. Comprends? L'essentiel, c'est de minimiser au maximum le risque. Comprends? Donc, le résultat, c'est quoi? C'est qu'après avoir ajouté tous les indicateurs, moi, ça m'est arrivé à mes débuts. Il finira par avoir des informations contradictoires. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et donc, pourquoi? Parce que probablement, il a investi de l'argent qu'il ne peut pas se permettre de perdre. Quand vous voulez investir en trading, n'investissez que 5% de votre patrimoine. Quand il dit 5%, c'est un conseil. D'accord? En tout cas, n'investissez que l'argent sur lequel vous n'avez pas des programmes immédiats. D'accord? Il n'y a pas de, dans 6 mois, je dois renouveler ma voiture. J'investis aujourd'hui. D'accord? Investissez l'argent dont vous aurez besoin à moyen ou long terme. Chacun peut mettre dans long terme le nombre de temps qu'il veut. Ok? Ce qui est long terme pour moi peut ne pas être long terme pour quelqu'un d'autre. Parce qu'en investissant comme ça, vous vous disiez, je peux me permettre de perdre ça. Si j'investis 5% de mon patrimoine, 5%, il me reste 95%. Je peux trouver les 5% dans d'autres domaines. Mais si je mets 50% ou bien 75% de mon patrimoine, si je perds, je deviens fou. Oui ou non? Je peux me suicider si je n'ai pas une bonne psychologie. Donc, faites en sorte toujours de détacher les émotions de l'argent. Et l'une des manières, c'est d'investir
une petite quantité de son patrimoine. D'accord? Quand il dit petite quantité, par exemple, quelqu'un qui a 10 millions et quelqu'un qui a 100 000 n'auront pas la même notion de petite quantité. D'accord? Donc, chacun s'asseye et se pose la question, ok, qu'est-ce que j'ai comme patrimoine, matériel comme immatériel? Enfin, beaucoup plus matériel. D'accord? Et ce que je vais investir, ça fait quel pourcentage? C'est un de mes étudiants d'ici qui me disait qu'elle a vendu sa voiture, qu'elle voulait acheter une voiture, et d'abord elle a pris l'argent pour investir en trading, en espérant doubler, acheter la voiture et avoir un peu d'excédent pour pouvoir gérer après l'argent. Elle a perdu tout. Pourquoi? Parce qu'elle avait... Qui? Il veut me voir. Dis-lui que j'arrive. Dis-lui que j'arrive. Et pourquoi? Parce qu'elle avait un programme à court terme déçu. Vous comprenez? Du coup, elle ne pouvait pas se permettre, elle se disait psychologiquement qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre ça. Chaque perte lui faisait mal. Donc, elle voulait remonter la pente. Elle a tout bousillé. J'ai une autre dame à la BOA. Bon, elle ne m'a pas dit avant d'aller emprunter de l'argent pour ouvrir un compte. Heureusement pour elle, c'est que l'argent qu'elle a emprunté, on pouvait lui défalquer ça un peu de son salaire. Donc quand elle a perdu, on lui défalquait, je pense, un truc de 25 000 de son salaire sur près de 800 000. Elle est juge nouvellement, mais chez Mao Bénin. Nouvellement, les juges chez nous, celui qui commence nouvellement, il est à minimum 800 000. Sans les intérêts, sans les trucs à côté. Donc 25 000 de 800 000. Bon, c'est rien. D'accord. Mais je pense qu'elle a dû payer ça sur 5 ans ou 6 ans, un truc comme ça. Donc quand tu fais 25 000 par mois sur 6 ans, du coup, ça devient beaucoup. ça devient beaucoup. Elle a tout bousillé. Et c'est après avoir perdu qu'elle vient me former. Elle dit, mais tu n'étais pas prête. Je t'ai dit de patienter. C'est parti ouvrir. Voilà. En conséquence. Troisième ennemi du trader, c'est l'overtrading. L'overtrading, c'est quoi? Ça touche tous les débutants. Comme je l'ai dit, l'overtrading, c'est surtrader. Il y a des gens qui confondent ils confondent l'activisme et la productivité. C'est deux choses différentes. C'est pas parce que je donne l'impression de travailler que je travaille vraiment. Je travaille pour le buzz. Vous savez ce qu'on appelle travailler pour le buzz? Travailler pour dire qu'il est fatigué. Oh, il a trop travaillé aujourd'hui, il est fatigué. Pour qu'on voit qu'il est travailleur. Or, au fond, il ne produit rien comme résultat. C'est ça, l'autre appelle la loi du 20-80. La loi de Pareto. Il n'y a que 20% de nos activités qui nous rapportent 80% de nos revenus. Par contre, il y a 80% de trucs qu'on fait qui ne vont apporter que 20%. Et c'est dans tous les domaines. Il y a toujours 20% de vos trades qui vous apportent 80% de gains. Beaucoup font l'inverse. Ils se concentrent sur les 80% de trades qui vont leur apporter 20% de résultats. J'ai un ami scalper, il peut prendre 50 trades par jour pour gagner 500 €. Mais quelle galère! Quelle galère! Prendre 50 trades pour gagner 500. Je préfère aller vendre de l'eau.
Et il est fier. On est dans un même groupe Telegram ensemble. C'est un Français. Il est fier de dire aujourd'hui. Et à la fin de la journée, il nous balance tous ses trades. J'ai mal aux yeux, mais c'est quoi ça? C'est-à-dire, lui, il confond être actif et être productif. Du coup, il est toujours fatigué. Fatigue psychologique. D'accord? Overtrader, c'est ça. Trader plus que cela ne doit. D'accord? Trader pas ennui. C'est pour ça qu'il faut avoir un boulot à côté, une occupation à côté du trading que vous faites. Ne faites pas uniquement du trading. Vous pouvez faire uniquement du trading, mais vous diversifiez. C'est pas si vous comprenez. Vous pouvez trader, peut-être avant tenir un blog. Vous écrivez des articles, vous faites des conférences, vous formez, vous faites des vidéos, mais ayez d'autres occupations. Sinon, vous allez tomber dans l'overtrading. Ce n'est pas tous les jours on trade. D'accord? Et il y a des gens qui tradent tout simplement, et surtout les débutants. Si un jour vient, il ne trade pas, il n'est pas être humain. Ok? Et il y a ce piège-là qui guette tout le monde. Et ça survient généralement après une série de gains aussi. Le trader ayant gagné de l'argent devient addictif au marché. A la sensation d'avoir gagné de l'argent, il souhaite vivre cette même sensation. Et il y a enfin l'espoir. L'espoir, c'est si le trader prend un trade sans fixer son stop loss et son take profit. Quelqu'un qui trade sans stop loss trade l'espoir. D'accord? Il espère que même si que le marché va contre lui, le marché va se retourner un jour dans son sens. C'est que... Hein? C'est pas faux. Mais personne ne peut savoir dans combien de temps ça va se passer. Après combien de hausse ou de baisse, ça va se retourner. D'accord? Donc, utiliser l'espoir comme stratégie, c'est être sûr d'être ruiné. C'est pour ça le stop loss est là, pour limiter les casses. D'accord? Et généralement, les gens ne traitent pas sans stop loss parce qu'ils se disent, mais quand je plaçais le stop loss, quand je lance position, je place, le marché vient toucher mon stop loss net et après il repart. Donc pour eux, ce n'est pas leur manière de placer qui est mauvais, mais c'est le stop loss qui est mauvais. Mais je dis jamais, mais pourquoi ça vient toujours faire ça? Ils ont l'impression que le marché les surveille eux seuls, sur tous les traders du monde. Non, le marché a laissé tout le monde. Et à cause de 100 € là, le marché les surveille seuls pour venir toucher rapidement. C'est l'impression qu'on a eu pour, mais quand tu es débutant, tu penses des trucs, tu ne le dis à personne, mais tu penses des trucs ça dans ta tête. Le plus, c'est qu'ils passent mal le stop loss. Parce qu'on leur a appris, la plupart des formations sur le web vous apprend quoi? Vous dire qu'il faut placer le stop loss au-dessus ou en dessous des derniers points haut ou points bas. Oui, je finis ça, je suis à vous. D'accord? Donc, par exemple, on dit, si par exemple, tu achètes ici, d'accord? Le dernier point haut, c'est là. Donc, on te dit de placer, pardon, si tu vends ici, donc tu vends là, ça doit descendre. Donc, on dit le dernier point haut, c'est là. Tu places ton stop loss légèrement au-dessus du dernier point haut. Et c'est la norme chez tout le monde. Du coup, les banques, sachant que la plupart des particuliers placent leur stop loss derrière
derniers points hauts et les derniers points bas, quand ils veulent chasser, ils veulent faire des chasses au stop pour aller chercher la liquidité des particuliers, ils vont chercher les derniers points hauts et ils vont légèrement au-dessus des derniers points hauts et des derniers points bas, parce qu'ils savent que c'est là où les particuliers mettent leur stop loss. Donc, quand tu utilises la stratégie que tout le monde utilise pour perdre, tu ne peux pas t'attendre à gagner de l'argent. D'accord? Donc, l'espoir n'est pas une stratégie de trading. Tu arrives, je vais le voir et on va continuer. D'accord. Ok. Bon, maintenant nous allons voir comment les indicateurs. Pourquoi je déconseille aux gens d'utiliser les indicateurs et comment les indicateurs tuent le trading au niveau des particuliers. Il y a deux raisons pour lesquelles on conseille de ne pas utiliser les indicateurs. Mais avant ça, je vais vous montrer les différents cycles sur le marché. Le marché est cyclique, d'accord? Le marché suit généralement 4 phases. Il y a premièrement, en bas, vous avez alors, il y a 2 grandes phases, d'accord? Donc, il y a 2 grandes phases sur le marché. Donc, soit le marché est en tendance ou le marché range. D'accord? Lorsque le marché range en bas, on appelle ça la phase d'accumulation. La phase d'accumulation vient toujours après une baisse. Lorsque le marché baisse fortement, elle vient sur une zone clé, elle rentre dans une phase d'accumulation. Donc, dans la phase d'accumulation, le marché fait du surplace. Et qu'est-ce qui se passe dans la phase d'accumulation? Pendant la phase d'accumulation, les gros, les banques, les fonds d'investissement, ceux qui ont beaucoup d'argent, les requins du marché, profitent pour injecter de grosses, puisque c'est eux qui déterminent les mouvements des prix sur les marchés. C'est eux qui font bouger les prix, les graphiques. Nous, particuliers, on n'investit que 2% de la liquidité du marché financier. D'accord? Eux, ils ont plus de 50% de la liquidité. Donc, eux, pendant l'accumulation, nous, on voit que le marché fait du surplace. Mais pendant ce temps, eux, ils profitent pour injecter beaucoup. Ils prennent beaucoup de positions à l'achat en injectant de la liquidité, de grosses liquidités. D'accord? C'est lorsque ils ont fini, dans la phase d'accumulation, il y a bataille entre acheteurs et vendeurs. D'accord? Parmi les gros, il y en a qui se positionnent à l'achat, d'autres vont se positionner à la vente. Mais généralement, dans la phase d'accumulation, les acheteurs prennent le dessus. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils ont fini d'injecter beaucoup de liquidités, les prix commencent par décoller à la hausse. Eux, ils ont eu le temps d'acheter à un bon prix, au plus bas. Et c'est lorsqu'ils ont fini d'acheter et que la hausse a commencé que quelque part ici, les indicateurs vont informer maintenant les particuliers qu'on est en hausse. Donc, les particuliers, les indicateurs vont leur dire de prendre position à l'achat ici. Donc, eux, ils ont un retard par rapport aux banques. N'est-ce pas? Eux, ils ont acheté là. Généralement, quand ils ont le signal là, ils vont attendre une confirmation avant de rentrer. Donc, ils vont attendre à rentrer peut-être là. Alors que peut-être là, on est plus loin de la troisième phase. Donc, la deuxième phase, c'est la phase de hausse. La troisième phase, c'est la phase de distribution. La phase de distribution, arrivée là, les banques qui ont acheté ici vont couper leur position d'achat en gain. D'accord? Et prendre des positions de vente.
Donc la phase de distribution suit toujours une phase de hausse. Et c'est quand ils ont injecté beaucoup de liquidités pour prendre des positions vendeuses que le prix commence par chuter et rentre à sa quatrième phase. Maintenant, lorsque les particuliers, et c'est ça qu'on appelle le phénomène de chasse au stop, lorsque les particuliers achètent ici, ok, les banques ont la capacité de voir que beaucoup de particuliers sont rentrés à l'achat ici. Donc, lorsqu'ils ont vu le point d'entrée des particuliers, ils vont chercher où sont, parce qu'ils savent que quand ils achètent ici, ils vont mettre leur stop loss en bas. Ils vont chercher où sont les derniers plus bas. Parce qu'ils savent qu'ils vont mettre leur stop loss légèrement en bas. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Arriver ici, quand ils ont vu que beaucoup de particuliers ont acheté ici, arriver là, ils vont couper toute leur position d'achat et se mettre en vente. En se mettant en vente, les prix vont commencer par chuter pour aller chercher les stop loss des particuliers. Et lorsqu'ils vont finir de toucher tous les derniers points bas, arriver quelque part ici, ils ont eu le temps d'éliminer beaucoup de particuliers, de prendre leur liquidité. Ils vont maintenant couper les ventes qu'ils ont pris là pour reprendre des achats ici. Puis remonter. Là, il n'y a plus de blocage sur la voie. Les particuliers sont sortis. C'est ça qu'on appelle les phénomènes de chasse au stop. Ça, généralement, ça se passe les lundis et les vendredis. C'est pour ça qu'on conseille aux débutants, surtout quand ils sont en réel, de ne pas trader les lundis et les vendredis. C'est d'ailleurs dans les vidéos que je vous ai copiées. De ne pas trader les lundis et les vendredis. D'accord? La semaine passée, sur les indices baissaient, mais les particuliers achetaient. Moi, j'ai un outil pour savoir sur chaque actif combien de particuliers sont à l'achat ou à la vente. Donc, quand je vois que la majorité des particuliers sont à l'achat sur un actif, même si j'ai un signal d'achat, j'achète pas. Je fais le contraire en fait. Parce que je sais que les banques vont faire le contraire pour nous piéger. Donc, c'est bizarre. Le marché baissait, mais les gens achetaient. C'est-à-dire que ça baisse quand ça vient sur une zone clé. Ils achètent, ça fait semblant de monter et ça redescend. Ça vient toucher leur stop loss. Ils vont racheter ça encore plus bas. Et le marché descendait. Elle dit, mais arrêtez un jour d'acheter. Vous voyez que le marché baisse. D'accord? Donc, les phénomènes de chasse au stop, ça arrive régulièrement. Ça arrive aussi lorsqu'il y a des nouvelles économiques, les annonces économiques. Donc, c'est pour ça des fois, vous prenez un truc, vous avez l'impression, ça vient juste taper votre stop loss et ça repart. C'est-à-dire que vous, là où vous avez placé votre stop loss, c'était les derniers points bas que les banques visaient. Donc, c'est revenu toucher avant de repartir là-bas. Ça veut dire que finalement, ils nous visent. Oui, c'est un combat. Nous, particuliers, on trade contre les banques et contre leurs robots. Les robots des banques tradent sur les petites unités de temps. Mais les traders même des banques tradent sur les grosses unités de temps. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à manipuler les grandes unités de temps. Quand ils veulent faire des chasses au stop, qui sont ceux qui sortent premièrement? Ceux qui font du scalping et du day trading. C'est eux qu'on élimine rapidement. Ils n'arrivent pas à faire sortir ceux qui font du swing. Parce que pour manipuler les grosses unités de temps, il faut plus de liquidité. Vous comprenez? S'il te plaît. Oui. On voit encore l'explication ici. Oui. S'il te plaît. Ok. Ouais, c'est capital. Ouais. On va les tacler là-bas. Donc, je disais, lorsque la phase d'accumulation est faite ici et que la montée commence, ils ont le temps d'acheter au bon prix. Nous, les indicateurs vont nous dire de rentrer ici. Ok? Bon, je vais dessiner ça. Peut-être que ça sera un peu plus clair. Bon, notre ami, il ne voit rien. Coach, pendant que tu as posé une question, Oui. pendant qu'il y a l'accumulation, c'est le range. Oui, c'est le range. Ça veut dire que pendant le range, on peut nous faire des bails. Oui. Ok. Parce que les ranges
Bon, les autres ne comprendront pas forcément. Les ranges se passent sur les zones clés qu'on a vues. C'est pour ça qu'on prend position sur les zones clés. Donc, les phases de distribution et d'accumulation et de distribution se passent sur les zones clés. C'est pour ça qu'on attend que les prix viennent sur les zones clés pour prendre. Là, tu as la chance, enfin, pas la chance, tu as les probabilités de rentrer au même moment que les banques. Ok. Donc, si tu ne prends pas sur une zone clé, tu fais de la loterie. Ok? Donc, les gars, ils achètent fortement ici, en phase d'accumulation. Après, le prix commence par décoller. Nous, on va acheter là, les indicateurs, tout ce qu'on veut, MACD, tout, va nous dire, ok, achète là. D'accord? Nous, on va peut-être avoir une confirmation et venir acheter ici. On va mettre peut-être notre take profit ici et on va chercher le dernier point bas pour mettre notre stop loss là. D'autres vont mettre ça en bas ici, d'autres vont mettre ça, d'autres vont mettre ça. Ok? Et comme ils vont voir que plus de 50% sont entrés à l'achat ici, arrivé quelque part là, ils coupent les positions d'achat. Des fois, ils s'entendent pour faire ça. Quand ils voient que beaucoup de particuliers sont sur le marché, qu'il y a beaucoup de liquidités chez les particuliers, ils s'entendent, ils vont vendre. S'ils vendent, c'est eux qui décident de là où le marché ira. Donc, s'ils vendent, les prix vont baisser. Nous, on va rentrer en perte. Donc, ils iront chercher tous les stop loss. Donc, quand ils butent un stop loss, la personne sort du marché ou bien il bute, tu sors, il bute, tu sors, il bute, tu sors. Jusqu'à ce que tous les scalpers, les day traders sortent. D'accord? Et quand ils vont voir que bon, ils sont en train de se rapprocher de leur zone d'achat, ils vont couper les ventes et reprendre des achats pour faire remonter le prix. Ok? Donc vous tradez contre des gens qui ont plus d'argent que vous et qui ont la capacité de manipuler les marchés. Donc, c'est pour ça que c'est déconseillé d'utiliser les indicateurs. Parce que les indicateurs vous donnent le signal en retard. Parce qu'ils se basent sur ce qui s'est passé pour dire ce qui va arriver. D'accord? Les indicateurs, si vous voulez vraiment les utiliser, vous allez voir que dans mes méthodes, les indicateurs ne viennent que confirmer le signal qu'on a reçu. D'accord? Les indicateurs doivent être des outils de confirmation, mais jamais des outils de première analyse. Pour analyser, on analyse le marché nu. Vous me suivez? Les indicateurs ne viennent que confirmer le signal qu'on a déjà. Donc, vous pouvez avoir plusieurs phases dans un marché comme ça. Donc, vous pouvez avoir accumulation, hausse, retracement, d'accord? Une autre accumulation ici, ok? Et avant d'avoir une phase de distribution ici. D'accord? Le sommet là, ça le voilà, la distribution. La distribution. D'accord? C'est ici, ils coupent leur position d'achat et ils prennent des ventes. Et ça descend. La deuxième raison pour laquelle il ne faut pas utiliser les indicateurs, c'est qu'il y a deux familles d'indicateurs. Il y a deux types d'indicateurs. Il y a ce qu'on appelle les indicateurs de tendance. Pardon, viens t'asseoir sur le... elle a son sac là. On peut mettre là. Ok. Viens mettre ça sur la table et t'asseoir là-bas. Là, tu vas mieux. Non, tu vas t'asseoir sur le siège. Là. Il y a les indicateurs de tendance et les oscillateurs
techniques. Les indicateurs de tendance ont pour rôle de nous donner la tendance du marché. Et les oscillateurs nous donnent les moments de surachat et de survente. Les indicateurs de tendance sont efficaces uniquement lorsque le marché est en tendance. Et les oscillateurs techniques sont efficaces uniquement lorsque le marché fait du surplace. Ça veut dire que lorsque vous êtes dans un marché en tendance, les indicateurs sont efficaces. Les signaux que vont vous donner les indicateurs de tendance seront efficaces, mais les signaux que vont vous donner les oscillateurs seront inefficaces. Et lorsqu'on est dans un marché de range, les oscillateurs sont efficaces et les indicateurs de tendance sont inefficaces. Alors que le marché est soit en tendance, soit en range. On ne peut pas deviner à l'avance dans quelle tendance, dans quel sens le marché ira. Du coup, combiner les deux indicateurs pour vouloir trader, c'est chaotique. C'est se suicider. Vous comprenez? Hein? Oui. Les indicateurs de tendance donnent la tendance du marché et sont efficaces lorsque le marché est en tendance haussière ou baissière. Pendant ce temps, les oscillateurs sont efficaces lorsque le marché est en range, fait du surplace. Donc, lorsque je suis en tendance, les indicateurs vont me donner de bons signaux, alors que si je veux suivre les oscillateurs, ils vont me donner de mauvais signaux. Et vice versa. Ce qui fait que associer les deux indicateurs de tendance, c'est-à-dire prendre un indicateur de tendance et un oscillateur sur le même graphique pour pouvoir trader, c'est suicidaire. Par exemple, prendre les moyennes mobiles et le RSI pour pouvoir vouloir trader, c'est suicidaire. Oui, parce que les moyennes mobiles, c'est un indicateur de tendance. MACD, tendance. Il y a plein d'indicateurs de tendance. Le stochastique, c'est un oscillateur. Le RSI, c'est un oscillateur. D'accord? Donc, on ne met pas un indicateur de tendance et un oscillateur technique ensemble pour pouvoir trader. D'accord? Vous pouvez analyser le prix et prendre un des deux indicateurs en fonction de votre stratégie pour confirmer le signal que vous avez eu. Donc, premièrement, il ne faut pas trader avec les indicateurs parce qu'ils vont vous donner le signal en retard. Deuxièmement, trader avec les deux indicateurs. Les deux types d'indicateurs ensemble vont vous ruiner. D'accord? Maintenant, voilà les 7 raisons pour lesquelles les gens perdent beaucoup d'argent. Les gens font de grosses pertes. Premièrement, ils sont trop bornés quand ils ont tort. Ceux qui ont tradé un peu savent de quoi je parle. Ils ont pris. Ils voient que le marché part dans le sens contraire. Ils sont bornés, ils sont sûrs, persuadés, comme c'est eux qui ont créé le marché, comme c'est eux qui font bouger les trucs sur le marché. Ils sont sûrs que ça va partir dans leur sens un jour. Donc ils sont bornés quand ils ont tort. Deuxièmement, ils ont trop d'ego pour accepter leurs pertes. Et ça vient généralement de quoi? Ça vient généralement quand tu te joues les traders devant les gens. Hein? Tu te joues les traders ou tu publies tes graphiques. Donc, tu veux toujours gagner plus pour montrer aux autres que tu es fort. D'accord? Moi, ça m'est arrivé, c'est arrivé à mon mentor une fois, je pense il y a 2 mois. Il tradait en live, il trade tous les jours en live avec ses étudiants. Donc, si tu as le temps, tu vas suivre. Si tu n'as pas le temps, tu laisses. Donc, comme il était en live, en réel avec nous, il a pris une position, il ne voulait pas perdre la face devant nous. Donc, il a laissé, mais il a fini par couper avec une grosse perte. Évidemment, c'était en démo. D'accord? C'était en démo. Mais,
l'ego d'encaisser une petite perte va t'obliger à encaisser une grosse perte, surtout si tu ne trades pas avec stop loss. D'accord? Donc, être trop borné quand on a tort, avoir trop d'ego d'encaisser une perte, espérer fortement un renversement des choses, ouvrir de grosses positions, que se mettre en grosse position, prendre de gros risques, de gros volumes. On a vu le volume la fois passée. Tu prends un lot alors que tu as 100 €. D'accord? Acheter dans une tendance baissière et vendre dans une tendance haussière. C'est suicidaire. Ne pas avoir un plan de trading. D'accord? Et ne pas avoir de discipline. Voilà les 7 choses. Si vous analysez vos pertes, vous allez trouver toujours les raisons dans l'une de ces 7 raisons. Ah, je n'ai pas bien vérifié telle chose. Est-ce que tu as respecté ton plan? Manque de discipline. Vous comprenez? Ah, je suis trop fatigué, j'étais trop fatigué le jour là. J'ai pas fait attention. Manque de discipline. Ok? Même arrive des fois, je me lève le matin à 3 h, à 4 h pour analyser, tout placer mes trucs. Et je vois que je somnole. Je somnole. Je vais me coucher. Ou bien? Je vais me coucher tranquillement. Tu finis par monter, tout ce qui monte finit par descendre. On ne sait pas quand ça descend ou quand ça finit. C'est vrai comme principe. C'est le principe du marché. Mais juste qu'on n'a pas, on ne maîtrise pas le facteur temps. C'est tout. Sinon, c'est pas faux. On ne maîtrise pas le facteur temps. Donc, comme tu ne maîtrises pas le facteur temps, il faut limiter les dégâts. D'accord? D'accord. Donc, c'est pas forcé de trader. C'est pas forcé de trader. Tu te lèves le matin, tu ne te sens pas, tu vas te recoucher, tu vas bien dormir, tu te réveilles le matin, tranquille. Tu vas faire autre chose. Excusez-moi, Oui. ne pas amuser un peu. Ouais. Oh, à Lyon, en France, on t'est réveillé au téléphone. On dit, lève-toi, prends parce que tu as de l'argent à gagner. Oh. Pas de site. Faut être lucide. L'organisme humain a ses limites. Si tu as atteint ta limite, tu as atteint. Pas la peine de forcer. Si tu forces, tu n'as plus les capacités physiques pour pouvoir trader. Moi, il arrive des jours, je me lève comme ça, j'ai envie de trader dans la main. Mais peut-être que j'ai tel ou tel appel, des trucs qui me tombent dessus. Bon, il dit, bon, écoute, aujourd'hui, j'ai pas le moral de trader. Je passe à autre chose. Pas penser. Passe à autre chose, sinon. Ah. Donc, le trading, c'est 50% pour analyser le marché, 40% du temps pour faire quoi? Ah, c'est ça qui énerve les gens. 40% du temps, vous patientez, vous analysez, vous placez vos limites, vous placez vos zones, vous avez votre setup et vous patientez en attendant votre configuration. 9% du temps pour être frustré parce que des fois, surtout si vous êtes sur des unités de temps longues, ça va prendre du temps avant d'avoir un signal, un vrai signal. D'accord? Et 1% pour apprendre à fermer ses positions. D'accord? Donc 90% du temps, analyser et patienter. Rien ne se fait dans la précipitation. D'accord? Donc, bon, je vais voir comment je peux vous envoyer le support. Je vais améliorer et vous envoyer ça. 1%, c'est quoi? 1%,
1% du temps à prendre et fermer ses positions. D'accord? Alors, oui. Excusez-moi, si ma question est un peu peut-être. Non, vas-y seulement. Mais je veux savoir, à quel moment on prend les positions? C'est quand le marché est en range qu'on prend une position? Ou parce que quand le marché est en tendance, baissière ou vente, attention. Oui, c'est ça qu'on est en train d'apprendre. Ou bien? Okay. C'est ça qu'on est en train d'apprendre. Quand acheter et quand vendre. Comment analyser pour savoir quand acheter et quand vendre. D'accord? Il n'y a pas de souci. Donc, on est en train de suivre un plan, en fait. Anti-préférence des étapes. Quand on voit ça, ça, je n'ai pas encore commencé avec toi. Normalement, c'est la semaine prochaine qu'on va commencer. D'accord? On est actuellement en train d'apprendre comment placer les niveaux et tout pour avoir des signaux. Pour attendre maintenant, c'est-à-dire qu'on est au niveau du 50%. C'est ça qu'on a fait depuis longtemps. Là maintenant, une fois qu'on apprend à chercher le signal, les autres, là maintenant on va travailler sur la patience d'attendre. Ok? Et ça, tout le monde passe par ça. Les 5 étapes que tous les traders traversent avant de devenir rentable financièrement. On commence toujours par ce qu'on appelle l'incompétence consciente. À ce niveau, le trader ne sait pas encore à quel point il ne sait rien. Tout le monde commence par là. Et quand tu as le malheur de tomber sur quelqu'un qui n'a pas un peu de bonne valeur, il utilise ton incompétence consciente pour te spolier. Moi encore, j'ai été chanceux, c'est juste 85 000, on m'a spolié. Enfin, le mec il m'a vendu, à mes débuts, il m'a vendu des fichiers qu'il a téléchargés sur Google, il m'a vendu ça à 85 000. Il a téléchargé ça gratuitement, en plus. Et c'est un ami à moi, hein, mon ami. C'est comme vous les deux, vous êtes là, toi tu lui vends ça. Et des mois après, il m'a avoué qu'il m'a escroqué. Mais il a bouffé l'argent. Mais je lui ai pardonné. Parce qu'au moins, il m'a montré le chemin. D'accord? Ensuite, il y a l'incompétence consciente. L'incompétence consciente, c'est lorsque tu prends conscience de ton incompétence. D'accord? Et tu décides maintenant de travailler pour pouvoir être au cœur de ton apprentissage. Généralement, ça vient après une mauvaise expérience. D'accord? C'est là où on se rend compte que on croyait connaître, mais en fait, on ne connaissait rien. Et c'est là où tu vas maintenant à la quête de la connaissance. Et bien, si tu as la chance de tomber sur de bonnes personnes ou sur de bons outils, vient le moment de la révélation. Mais je ne connaissais pas ça, mais pourquoi je ne connaissais pas ça? Hein? Il y a des gens qui me demandent, mais tu étais où avant? Mais j'étais là. J'étais là. Tu m'as laissé te bâtir ailleurs. Mais moi, j'étais là. Tu étais là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'ai commencé par faire des vidéos sur YouTube, beaucoup plus pour ça, pour essayer de donner les vraies informations aux gens. D'accord? Malheureusement, les gens n'aiment pas les vidéos éducatives. Les gens préfèrent aller regarder les humours. Bon, je ne peux pas faire plus que ça. C'est le seul outil que j'ai pour me faire connaître au monde. Donc, si quelqu'un dit de ne pas regarder, compliqué. D'accord? Ensuite, vient, après la révélation, quand on commence par comprendre, on accepte les responsabilités de ces échecs passés, on commence par appliquer une approche sérieuse et on rentre dans la compétence consciente. Là, on commence par comprendre le processus. D'accord? On commence par apprendre comment est-ce qu'on a fait pour pouvoir échouer dans le passé. Et là, même si les résultats ne sont pas encore au rendez-vous, d'accord? Le trader,
éprouve encore des difficultés naturellement, mais il a pris conscience de l'importance d'avoir un plan de trading. D'accord? Donc ici, vous êtes actuellement dans la phase de la compétence conscience. Vous êtes en train de quitter le moment de la révélation déjà. Vous êtes dans la phase de la compétence conscience. Vous commencez par comprendre le processus de comment les choses se font, pourquoi les choses se font. D'accord? Et une fois qu'on a développé tous les réflexes, qu'on a appliqué sur des mois, des années, du temps, ça commence par devenir un réflexe et on devient dans la compétence inconsciente. Là, les choses deviennent un réflexe en fait. D'accord? Pour voir la tendance, tu n'as plus besoin de placer chaque point haut, chaque point bas. Vous comprenez? Tu rentres, tout devient maintenant un réflexe pour toi. Tu sais comment les choses se font, même sans réfléchir. C'est comme quelqu'un qui conduit une voiture. Quand tu conduis une voiture, quand tu veux passer de vitesse, tu ne stoppes pas pour dire, bon, ok, je vais voir où est la vitesse de je pars et où est le démarrage. Tu ne fais pas ça. Parce que tu es rentré dans la compétence inconsciente. Même les yeux fermés, tu sais où se trouve le frein, tu sais où se trouve... Mais quand tu es à l'auto-école, tu es dans la compétence consciente. C'est là où tu apprends à faire les choses. Mais quand tu as roulé pendant un certain moment, tout devient... Clair. Voilà, un réflexe pour toi. D'accord? Donc le but, c'est d'arriver au niveau de la compétence inconsciente. D'accord? Mais ça demande du travail, de la patience et de la discipline. D'accord? Ça demande beaucoup de travail derrière. Maintenant, on va voir comment transformer ces traits perdants en traits gagnants. Alors, ça fait un peu trop beau pour être vrai, un peu trop magie, mais je vais expliquer ma pensée. Alors, premièrement, ça c'est la première phrase que mon mentor m'a dit. J'ai jamais oublié ça. Traite ce que tu vois, pas ce que tu penses. Traite toujours ce que tu vois. Ne viens pas sur le marché avec des idées préconçues. Ne te dis pas aujourd'hui ça va forcément monter, ça va forcément descendre. Sur cette zone-là, ça va forcément rebondir, ça va forcément casser. Tu n'en sais rien. Tu peux avoir des prévisions. D'accord? Une fois les prévisions, tu attends de voir ce que le marché va te donner. D'accord? Alors ce que vous faites, c'est quoi? Ce que vous allez faire, c'est que chaque fois que vous prenez un trade, tous mes anciens étudiants savent, chaque fois qu'on prend un trade, on fait toujours une capture du trade. Lorsqu'on a pris le trade, tous les trades que vous faites, vous prenez, vous faites une capture d'écran. Quand vous achetez ou vous vendez, vous faites une capture d'écran. Ensuite, vous rangez vos captures en deux catégories. Vous pouvez avoir un dossier pour les trades qui ont été gagnants et un dossier pour les trades qui ont été perdants. Et vous rangez les captures à l'issue, lorsque le trade finit. D'accord? Si le trade est parti toucher votre stop loss, vous rangez ça dans le dossier des trades. Non, stop loss perdant. Et quand ça touche votre take profit, vous rangez ça dans le dossier des traders gagnants. Maintenant, vous allez vous concentrer sur vos traders perdants. Les questions à se poser, ça se fait en week-end. C'est comme ça qu'on travaille. En week-end, le samedi, vous prenez, vous faites sortir, si vous voulez même vous imprimer, faites sortir tous les trades perdants. Vous mettez votre plan à côté. Ok. Où est-ce que j'ai failli? Ok, j'ai failli à tel endroit. À partir d'aujourd'hui, je prends telle résolution. Je ferai plus attention à telle chose. Et la semaine qui suit, vous vous arrangez pour respecter votre résolution. N'oubliez pas la méthode des 21 jours. Vous prenez dans 21 jours. D'accord? Donc vous demandez, est-ce que tous les éléments techniques qui motivent mes prises de décision étaient bien présents? Est-ce que mon scénario était parfait par rapport à mon plan? Est-ce que je peux ajouter un élément comme filtre pour réduire les risques? Est-ce que j'étais dans la tendance ou à contre-tendance?
Donc, à force de vous poser toutes ces questions et à force de revoir vos graphiques, les graphiques des trades perdants, vous aurez de fortes chances pour trouver des schémas récurrents, des similitudes qui peuvent vous donner des indices de supprimer des aspects de votre plan. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on fait pour pouvoir améliorer son plan, sa stratégie, pour pouvoir faire évoluer son trading. D'accord? Donc, vous prenez vos trades perdants, vous faites la capture, vous imprimez. Moi, j'ai imprimé tous mes trades. D'accord? Malheureusement, j'étais célibataire, sinon ma femme risquait de devenir folle. Je bossais comme un petit élève qui allait à l'école. Je regardais, je traçais, pourquoi ça n'a pas marché. Et j'améliorais, je rafistolais. C'est comme ça qu'on travaille. D'accord? C'est un métier, on ne blague pas avec. Si vous levez, vous baillez tous les matins, vous dites, bon, je vais trader. Vous allez vous ruiner, les gars. Donc, voilà de ces petites astuces qui vous permettent de tester. C'est pour ça que les journaux de trading sont là. On verra ça après. Les journaux de trading sont là pour pouvoir permettre de suivre l'évolution de ces positions. Et donc, les trades qui ont marché, les bons trades qui ont marché, vous rappellent ce qui a mieux marché dans votre trade. Donc, ce que vous faites, vous continuez ce qui marche bien et vous corrigez ce qui ne marche pas. D'accord? C'est comme ça? Oui. Quand par exemple, tu es perdant dans un trade, bon, souvent tu n'es pas présent quand ton stop loss est touché. Et quand tu reviens voir peut-être quelques temps après, comment tu peux savoir à quel moment prendre la capture d'écran pour... Non, une fois que tu lances l'opération et que tu as placé ton stop loss et ton take profit, tu fais la capture. Le reste des trades, le marché ne dépend plus de toi. Donc tu laisses le marché faire. D'accord? Donc si ça touche ton stop loss, tu sais où ça a touché. Donc après, quand tu prends le setup, tu regardes, peut-être que le stop était trop proche, peut-être que ce n'était pas, c'était trop éloigné aussi. On regarde. D'accord? Mais c'est toujours au début quand on a pris le trade. Ouais. C'est au début quand on a placé les deux. C'est là que c'est important. Alors, le pire moment pour trader, c'est quoi? C'est juste après un gain. Et juste après une perte. Quand vous venez de faire un gain, allez regarder une série, allez faire ce que vous voulez. Mais ne prenez pas un autre trade en même temps. C'est le pire moment. Vous allez vous faire buter. Vous allez fumer votre gain que vous venez de faire. D'accord? Juste après un gain, il y a un hormone qu'on appelle la dopamine qui est dans le corps de tout le monde. C'est comme une drogue. Quand la dopamine te monte à la tête, tu as la sensation d'être fort. C'est cette hormone-là qui empêche les fumeurs d'arrêter de fumer. Parce que cette hormone demande toujours, veut encore plus rester dans cet état d'insouciance quand tu... Évasion. Voilà, quand tu prends de la drogue, tu n'as aucun souci, tu es comme ça. Quand l'effet part, tu reviens sur terre. Mais la dopamine t'oblige à toujours être dans cet état-là. C'est la même chose qui se passe lorsque tu fais un gain automatiquement. D'accord? Tu sécrètes cette hormone et tu veux toujours faire en plus. Je vais vous donner mon exemple de la semaine.
J'ai été victime de ça aussi, donc je suis qualifié pour vous en parler. Alors, la solution est simple. Premièrement, après un gain, éloignez-vous de vos graphiques. D'accord? Et posez-vous la question, est-ce que mes objectifs de la journée ou de la semaine sont atteints? Si la réponse est oui, vous n'avez plus rien à faire devant le marché. Fermez et allez faire autre chose. Prenez une pause. Permet toujours de laisser la pression redescendre avant de revenir prendre un trade. D'accord? Et si il peut arriver que vous êtes dans cette phase-là et le prochain trade, vous voyez que c'est un bon trade. Si vous tenez à prendre un trade coûte que coûte après, faites-vous un cadeau, réduisez le risque. Prenez un volume faible. D'accord? Pour que lorsque vous constatez que les choses se tournent mal, vous pouvez couper avec une petite perte. D'accord? Donc, surtout après les gains. Après les pertes, généralement, on est découragé, on est dégoûté. C'est vrai qu'en fonction de sa personnalité, on a envie de montrer au marché qu'on est fort. Mais là, c'est pas bon. Le marché va vous discipliner. C'est pour ça qu'il dit aux gens, si tu connais quelqu'un qui n'est pas humble, demande-lui de devenir trader. Le marché va lui apprendre l'humilité. Tu peux être un prof d'économie. C'est pour ça que les enseignants d'économie ne sont jamais des traders. Parce qu'ils ne connaissent rien au marché. Et pour finir, pour aujourd'hui, il y a une technique simple que moi, j'ai utilisée à mes débuts, qui a beaucoup marché. J'ai appelé la technique de la récompense. Vous prenez une caisse. D'accord? Oui. Une caisse bien fermée avec un petit bout. OK? Et vous pouvez faire des pièces de 10 francs jusqu'à 1000 francs ou 5000. Vous avez ça de côté. Chaque fois que vous prenez un trade, quelle que soit l'issue du trade, chaque fois que vous prenez un trade qui respecte votre plan, vous mettez 1 franc dans la caisse. Le but, c'est que la caisse soit remplie pour vous montrer que vous êtes sur le bon chemin. Mais chaque fois que vous prenez un trade qui ne respecte pas votre plan, vous enlevez 2 francs. D'accord? Si vous gagnez, enfin, pas que vous gagnez, si vous respectez, vous mettez 1 franc dans la caisse. D'accord? Si vous ne respectez pas votre plan, vous enlevez 2. D'accord? Donc, si vous passez 6 mois et que la caisse n'est pas encore pleine, posez-vous les bonnes questions. Allez voir votre pasteur ou quelqu'un dit franchement, j'ai gaffé, je ne sais pas. Mais en faisant ça, à un moment, vous serez frustré de ne pas voir la caisse se remplir. C'est-à-dire, faites-le avec toute conscience. Personne n'est là pour vous obliger, mais vous vous disciplinez pour le faire. Des fois, vous n'allez pas respecter votre plan et gagner. Chaque fois que vous ne respectez pas votre plan, quelle que soit l'issue du trade, vous enlevez 20 francs. Quand vous respectez, vous mettez 10 francs. D'accord? Et c'est comme ça que vous allez arriver aussi à vous discipliner sur le marché. Par rapport au plan, pas par rapport au gain. Par rapport au plan. Oui, par rapport au plan de trading. D'accord? Voilà, on a fini pour aujourd'hui. C'était la première partie du module psychologie. Il y a encore 2 autres parties qu'on va voir après. OK? Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui, Oreste. Peut-on vivre du trading? C'est possible. C'est possible de vivre du trading. D'avoir comme revenu principal le trading. C'est possible. Moi, je le fais.
Mais il faut prendre le trading comme un métier. Ça veut dire avoir une vision long terme au lieu de court terme. D'accord? Gagner petit régulièrement plutôt que de vouloir faire un gros coup. C'est pour ça que je dis aux gens de ne pas viser trop, de viser juste 10% le mois. Moi, mon objectif hebdomadaire, c'est 3% de mon capital par semaine. Si je fais 3%, j'ai fini de trader pour la semaine. Oui, justement, c'est pour ça, si vous voulez vivre, il faut avoir un capital conséquent. D'accord? Si chacun a son style de vie, si vos charges sont par exemple de 300 000 francs le mois, moi je conseille d'avoir 3 millions au moins avant de chercher à vivre du trading. Sinon avant ça, ayez une autre occupation à côté et accumulez vos gains, gagnez petit à petit jusqu'à atteindre votre capital que vous voulez. Avant maintenant, au début, on ne cherche pas à vivre du trading. Au début, on cherche à grossir son capital. Et en grossissant son capital, en gagnant petit, on se forge un caractère, on acquiert de l'expérience. Et c'est quand on a acquis assez d'expérience et que le capital a grossi, comme tu as su gérer un petit capital avec le risque qu'il faut, tu peux maintenant gérer un gros capital. Mais ne commence pas le trading en voulant chercher à vivre de ça. On a un travail à côté qui te fait vivre. Et quand tu t'es forgé une bonne carapace dans le domaine, tu peux maintenant chercher à vivre de ça. Donc c'est possible de vivre de ça. Ok? Si toi par exemple, tes charges c'est 100 000, bon, avec 1 million, ça passe. Ok? Mais avec Abidjan, le loyer, Sodeci, CIE, tous ces trucs-là, 100 000, c'est déjà passé depuis. Madame n'a même pas encore sa popote dedans. D'accord? Donc, si vous voulez vivre, c'est ça. Maintenant, vous allez voir des gens qui vont vous dire, ouais, tu peux faire 50% par mois, 40% par mois. C'est possible. Quand tu le fais, ça ne doit pas être un objectif. Si tu le fais, c'est que c'est un bonus. C'est que ce mois a été bon, tu as su profiter et c'est bon. Ça ne doit pas être un objectif à atteindre coûte que coûte. D'accord? Autant te fixer un objectif bas et toi-même être surpris en bien que de te mettre la barre haute et de ne pas pouvoir atteindre et être découragé. D'accord? Donc c'est possible. Ok? Mais ceux qui vivent du trading n'affichent pas sur Internet qu'ils vivent du trading. Ceux qui sont sur Internet ne vivent pas. Je vous ai montré à pas passer un truc, ou bien tu n'étais pas là, un graphique d'un gars là, qui a publié sur Instagram. Oui. Nous débutants, quel montant nous conseillons de débuter? Bon. Un débutant qui est prêt. Il dit ce que je conseille c'est 5%. C'est-à-dire que ça c'est si vous-même vous voulez trader. C'est pour ça je vous ai dit à partir du 10 juin, je vais commencer par partager mes propres plans. D'accord? Ça va vous permettre, tout en apprenant, de voir, de gagner, de voir comment j'analyse. Allez, je ne vais pas vous dire achetez, vendez. Je donne des niveaux au-dessus de tel fait truc, en dessous de tel fait truc. Donc chacun surveille maintenant. Ça fait que vous voyez, ok, le gars là, il nous enseigne tant. Mais lui-même, voilà ce qu'il fait. Ça vous permet de voir comment dans la pratique on utilise les stratégies. D'accord? Donc ça vous permet en même temps d'apprendre. Mais de faire grossir le cas. Ce n'est pas parce que je vous donne le signal. Alors, tous mes plans ne seront pas gagnants. D'accord? Donc ça ne sert à rien. Parce que c'est pas quelqu'un qui a donné d'aller prendre de gros volumes qui dépassent votre capital. Donc si vous le faites,
Même moi, pour gérer le capital des gens, je prends toujours le plus bas. D'accord? Même si je suis sûr, je vous ai dit, à pas passer. Avant d'augmenter de volume, je m'assure d'avoir une marge qui dépasse mon objectif. Si par exemple, je me fixe 3% et je fais 5% dans la semaine, j'ai une marge de 2%. Donc, je peux légèrement augmenter. Même si le marché se retourne contre moi, le maximum que je peux perdre, c'est les 2% de surplus. Donc, je tiens toujours dans mon objectif. D'accord? Tant que je n'ai pas un excédent, je ne me hasarde pas à augmenter le volume comme je veux. D'accord? Donc, il faut toujours avoir la tête sur les épaules. Mais ce que je vous dis, ça vient avec beaucoup d'années, en fait, d'expérience. D'accord? J'ai commis toutes les erreurs qu'on peut commettre en trading. Je te remercie. Ok? Donc, c'est possible de vivre du trading. Tout est une question de comment chacun s'y implique. Ok? Ce n'est pas tous ceux qui disent vouloir vivre qui payent le prix pour pouvoir vivre de ça. C'est comme l'entrepreneuriat. Ce n'est pas tous ceux qui commencent qui finissent. D'accord? Il y a des gens, à la première difficulté, se rétractent. Il y a d'autres qui disent c'est trop dur, ils font chercher du boulot. Il y a d'autres qui n'aiment pas le risque. C'est pour ça que je dis toujours aux femmes, aux jeunes filles, avant de vous marier à un entrepreneur, réfléchissez beaucoup. Surtout si c'est un entrepreneur qui a l'entrepreneuriat dans le sang. Quand c'est une passion pour lui, réfléchissez beaucoup. Parce que c'est des mois en dents de scie. Surtout quand tu es au début. Et quand ton gars est passionné, c'est des mois. C'est de l'insécurité financière permanente au fait. Jusqu'à ce que le gars arrive à diversifier, à avoir beaucoup de sources de revenus avant d'être un peu posé. Sinon au début, tu t'attends. D'accord? Donc si la femme a beaucoup d'attentes te concernant à ces genres de moments, elle est frustrée. D'accord? Waouh, merci beaucoup. Voilà. Ouais. Je vais améliorer le PowerPoint et vous envoyer ça. Donc, vous comprenez mieux maintenant ce qui se passe sur le